Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Ce matin, nous parlons sport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun abrite depuis le 9 janvier 2022 la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au total, 24 équipes prennent part à cette grande messe sportive africaine. Une compétition avec tant de surprises, on en parle sur ce plateau. Et le championnat professionnel au Bénin, le championnat européen et bien d'autres sujets viendront meubler cette émission. Et déjà pour en parler, j'ai sur ce plateau un reporter sportif, il n'est plus à présenter, également journaliste, Toundé Aliou s'appelle. Toundé, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous, très heureux d'être là. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors je le disais, la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations a connu son épilogue ce jeudi avec beaucoup de surprises. D'abord, cette compétition, quelle lecture faites-vous après avoir suivi tous les matchs de poule? Justement, ça a été un premier tour assez disputé avec pas mal de faits intéressants. D'abord, quelques irrégularités qui ont émaillé bien sûr ce début de compétition. Notamment lors des premiers matchs, on a vu des ballons qui ont été dégonflés. On a vu véritablement des pelouses pas très agréables. Ensuite également, on a vu un arbitrage quelque peu catastrophique qui n'honore absolument pas le continent parce qu'on a vu bien sûr notre cher ami le Zambien Sikazoué qui est passé complètement à côté de la plaque, qui a pour une première fois de l'histoire de cette compétition, mis un thème à une rencontre de football à la 85e minute. Je pense que c'est inédit, c'est fort, ça sort de l'entendement, mais de toutes les façons, ça fait aussi partie de l'histoire, ça fait partie désormais de la compétition parce que, souvenez-vous, la main de Dieu de Armando Diego Maradona, c'est également un fait comme ça qui est arrivé. Les Blancs l'ont renchéri. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très beau. Nous aussi, sur le continent, j'aimerais vraiment qu'on renchérisse des faits comme ça qui surviennent pendant nos compétitions pour que ça reste, parce qu'une compétition sans fait, c'est pas parfois aussi une compétition. La vie s'est expliquée à la suite. Oui, justement, on a parlé d'insolation et c'est un mal qu'on ne souhaiterait pas en tout cas rencontrer, en tout cas pour ce qui nous concerne, parce qu'il parlait comme ça du soleil, des rayons soleil qui à un moment donné l'ont emporté. Ça vous sort complètement de votre match, ça vous sort complètement de votre humeur et vous commencez pas à réagir complètement comme si vous étiez sur une autre planète. Malheureusement, notre cher ami est passé par là. On espère qu'il s'est véritablement remis pour continuer participer à cette grande fête parce qu'il fait partie des sifflets les plus respectés du continent, s'il vous plaît. Il a participé à plusieurs Coupes du Monde, il a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. C'est arrivé une seule fois et comme on le dit souvent, une fois n'est pas coutume, il faut qu'on l'accepte comme ça. Alors, la prestation du Cameroun durant ce premier tour, un mot? Plutôt satisfaisant pour un pays organisateur. C'est vrai que pour le premier match, il y avait la pression du pays organisateur. On était devant le président de la République, on était bien sûr devant Paul Biya, il y avait pas mal de monde, c'était le premier match. Ils ont eu quelques difficultés à entamer leur match face au Burkinabé. Il y a eu cette ouverture de score bien sûr pour le Burkina Faso. Ensuite, ils ont quand même eu les ressources pour revenir dans la partie pour enfin même remporter le match, même si c'était sur 2 pénaltys transformés par Vincent Aboubakar. Par la suite également, ils ont quand même pu sortir leur griffe en tant que lion indomptable. Sans doute que vous jouez à la maison. Désormais, vous avez à la tête de la FECAFOOT un certain Samuel Eto'o. Ça vous booste, ça vous pousse à donner le meilleur encore de vous-même. En tout cas, la grosse surprise à l'issue de ce premier tour, c'est l'élimination de l'Algérie. Tenante du titre, cette formation a traversé de mauvais moments, une mauvaise soirée face à la Côte d'Ivoire, une déculottée face à un score de 3-1. D'abord, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté des Algériens au cours de cette compétition? Parce que les statistiques ne sont pas reluisantes. Quand on voit au cours des matchs de poule, l'Algérie qui n'a pas fait de victoire, je dirais. D'abord, quelle lecture, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de cette équipe? Je pense que c'est la bombe de ce premier tour, tout simplement parce qu'il s'agit de l'Algérie, parce qu'il s'agit quand même du champion d'Afrique en titre. Ils étaient quand même sur une série incroyable de 35 matchs sans défaite. Vous voyez comme ça, et ils viennent comme ça sortir de la compétition par la plus petite des potes, parce qu'ils avaient quand même la chance ils étaient dans un groupe qui était abordable. Il n'y avait qu'un gros morceau qu'est la Côte d'Ivoire. En face, il y avait la Sierra Leone, 108e au classement FIFA. Il y avait ensuite également la Guinée équatoriale, des nations quand même qui étaient
était à leur portée. Malheureusement, ils n'ont pas su quand même sortir le jeu. Et hier, surtout face à la Côte d'Ivoire, ça a été carrément la désillusion totale parce que surtout, il y avait également en face la Côte d'Ivoire qui avait envie de prendre la revanche parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était même cette même formation de l'Algérie qui avait sorti la Côte d'Ivoire lors de il y a une CAN en arrière. Et justement, il y avait également ceci là, souvenez-vous, en 92, lorsque la Côte d'Ivoire remportait son premier titre, il y avait l'Algérie dans sa poule. Ils avaient réussi à battre les Algériens pour enfin remporter le titre. Cette saison encore, ils viennent de le répéter. Est-ce que c'est ainsi? Je vous laisse deviner. En tout cas, vous nous laissez deviner, mais la Côte d'Ivoire également qui n'a pas démérité parce que des joueurs qui sont montrés vraiment engagés, qui ont produit un très beau match. Est-ce le résultat du travail qui a été fait en amont pour pouvoir renverser l'Algérie? Oui, je pense que c'est justement le travail les fruits d'un travail tout simplement bien mené par le staff technique, emmené surtout par Patrice Baumel. Et s'il vous plaît, dans ce groupe quand même de la Côte d'Ivoire, il y a un certain Didier Drogba qu'on ne voit pas, il est dans l'ombre, mais voilà, il apporte beaucoup. C'est ce qu'on dit. Didier Drogba aujourd'hui, c'est une légende du football au plan mondial. Et lorsque vous avez quelqu'un comme ça dans votre staff qui vous booste, qui vous donne des conseils à la veille d'un match aussi important, s'il vous plaît, le résultat est tout de suite ressenti sur l'aire de jeu. Je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a la chance d'avoir ces gens-là dans son effectif qui puissent quand même leur donner des conseils. Ils ont quand même une belle génération aussi avec surtout le meilleur buteur de la Ligue européenne des champions, je vais nommer Sébastien Haller, le joueur de Ajax Amsterdam. Mahrez qui loupe un penalty face à la Côte d'Ivoire, est-ce ce qui les suivait, on pourrait dire? C'est ça, lorsque ça ne veut parfois pas, ça ne veut absolument. Vous aurez quand même tout fait. L'Algérie, avant même d'affronter la Côte d'Ivoire, était quand même l'équipe qui a tiré le plus, en tout cas devant les buts. 39 tirs tentés, 0 but inscrit. Je pense que pour une nation comme ça, c'est la preuve qu'à un moment donné, lorsque vous allez à une compétition et que la chance ne vous accompagne pas, quand vous aurez beau tout tenter, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et cette saison, ça ne voudrait tout simplement pas sourire pour l'Algérie. Voilà, quelles sont les leçons à tirer de cette compétition Algérie-Côte d'Ivoire? Oui, justement, pas mal de choses à tirer, notamment du côté algérien. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on n'a pas eu véritablement le temps de bien préparer cette compétition-là parce qu'il y a eu la crise sanitaire qui a empêché l'arrivée à temps de certains joueurs, tout cela. Au niveau du staff technique, on peut trouver cela comme une excuse. Mais de l'autre côté également, on a senti surtout la nervosité du staff technique, notamment le patron Belmadi Jamel. À chaque fois, il était quand même très nerveux, même en conférence de presse. Même en conférence de presse, il ne faisait pas de cadeau à nos confrères journalistes. Cette nervosité-là, à un moment donné, ça s'est transmis également. Parce que c'était le leader, ça dépend, les conditions dans lesquelles il vivait le match, tout cela se ressentait également dans le rang de ses joueurs sur la pelouse et tout le monde est passé à côté, à compter bien sûr le coach. Aujourd'hui, du côté de l'Algérie, l'heure est tout simplement, voilà, il faut s'asseoir pour reconstruire les choses parce que dans 2 mois encore, il y a les barrages de la Coupe du Monde qui s'approchent et quand on s'appelle l'Algérie, que surtout on a envoyé tous ces signaux-là avant même cette compétition, on est obligé de corriger le tir avant les prochaines échéances. En tout cas, espérons que l'Algérie pourra corriger ce tir avant les barrages de la Coupe du Monde. L'autre surprise, c'est le Ghana qui tombe face aux Comores. Le Comore qui a sa première participation de la CAN. Le Ghana, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de cette équipe quand c'était André Ayou, Jordan Ayou, tout et tout, mais le Ghana qui durant les matchs de poule a réussi à faire 2 nuls, je dirais, et face à la Comore également qui tombe. Je pense que du côté des Ghanéens, le résultat il est là parce qu'à un moment donné, on sent une génération qui est au bout du souffle, on sent une génération finissant, tout le monde est au soir de sa carrière. Les frères Ayou qui ont longtemps quand même apporté à cette sélection, aujourd'hui ne sont plus à la fleur d'âge, ils ne sont plus les jeunes Ayou qu'on connaissait. C'est des joueurs qui tutoient déjà la trentaine et aujourd'hui ne sont plus tout simplement capables d'apporter énormément. Aujourd'hui, du côté du Ghana aussi, à la reconstruction, il faut véritablement rebâtir les choses de ce côté-là parce que nous, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de suivre en tout cas le Ghana, on n'a pas été surpris parce que lorsqu'on jette un coup d'œil sur cet effectif-là, on se dit que maintenant c'est un effectif qui est au soir de sa carrière. À un moment donné, il faut reconstruire les choses. On a perdu la très belle équipe du Ghana qui nous produisait quand même ce football chatoyant-là. C'était André Ayou, Asamoah Gyan. Avant, quand on parlait du Ghana, c'était quand même du beau. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Peut-être que c'est dû à un moment donné. C'était quand même, ça partait du centre de formation. Aujourd'hui, on ne parle plus des centres de formation du côté du Ghana. Ce sont les Européens qui s'accaparent des joueurs et l'adaptent à leur football, alors que le football sur le continent européen, ce n'est parfois pas le même sur le continent africain. Les Comores qui font la remontada face au Ghana, cette équipe
C'est mon coup de cœur. Franchement, c'est mon coup de cœur de ce premier tour parce que c'est pour une première participation, une nation comme ça qui a moins d'1 million d'habitants, s'il vous plaît. Peut-être que le Borgou même compte plus d'habitants que cette nation, mais qui est à sa première participation à cette grande messe du football africain et qui réalise quelque chose aussi d'exceptionnel. Et ils sont quand même restés concentrés. Écoutez, j'ai envie de dire que voilà, j'aurais aimé être en tout cas du côté des Comores pour vivre la sensation que le public, en tout cas en ce moment, serait en train de vivre pour une première comme ça. On ne parvient à accéder au second tour, s'il vous plaît. C'est assez exceptionnel pour une nation comme les Comores d'accéder surtout au second tour et surtout de battre le Ghana. À travers cette surprise, on pourrait dire dans cette compétition qu'on n'a pas de petite équipe, hein, parce que par le passé, on a minimisé certaines équipes, par exemple les Comores, par exemple, dans un passé récent, même le Bénin. La CAN passée, on a minimisé le Bénin, mais le Bénin qui a réussi à invincer le Maroc. Pour cette CAN également, est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas de petite équipe? Ah oui, cette CAN surtout, c'est la CAN des surprises. Absolument, tout le monde voilà, a été surpris de voir de comportement. D'abord, la Sierra Leone, celle qui a éliminé le Bénin, mais qui a quand même tenu en échec l'Algérie. Ils ont véritablement tenu très bon. On a vu pas mal d'autres nations. La Guinée, la Gambie aussi, effectivement, qui est même passée au second tour. Il y a véritablement pas mal de nations comme ça, entre griffes, considérées comme petites, notamment sur la carte du football, mais qui réussissent comme ça à sortir le grand jeu face aux nations dites grandes. Aujourd'hui, je pense que le football, ça se joue plutôt sur l'air de jeu et non sur le papier. D'accord, le football se joue sur l'air de jeu, pas sur le papier. Au rang des favoris, on retrouvera les Lions indomptables à domicile et le Nigeria très solide justement, on va en parler tout à l'heure. Mais aussi le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire qui possèdent de sacrés arguments à faire valoir. Des rencontres palpitantes sont au rendez-vous pour ces huitièmes de finale, les éliminatoires directs avec le Burkina Faso et le Gabon, le Cameroun et les Comores. La grosse affiche, c'est la Côte d'Ivoire et l'Égypte. D'abord, pour ces huitièmes de finale, des rencontres au compteur. Quelle lecture faites-vous de toutes ces affiches? Mais écoutez, je suis très heureux, surtout parce que ça annonce tout de suite encore, ça nous donne envie de rester encore scotchés devant nos écrans pour suivre encore cette compétition-là. On parle de la CAN et parfois, vous avez vu, lorsque ce sont des petites nations qui s'affrontent, ça ne donne pas envie d'aller suivre. Mais lorsqu'on parle, on dit la Côte d'Ivoire joue l'Égypte, la Tunisie joue le Nigeria, le Gabon joue le Burkina Faso. Attention, c'est quand même des affiches qui font saliver, qui vous donnent envie tout simplement de rester toujours devant votre écran pour suivre cette grande messe du football africain. D'accord, le Nigeria, au cours de cette compétition, le jeu produit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, c'est la seule nation à avoir fait voilà, le 3 sur 3, sans faute tout simplement durant ces matchs, 3 victoires en autant de matchs tout simplement, et 6 buts inscrits, un seul voilà, encaissé. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria se positionne comme un sérieux candidat au sacre final. L'Égypte qui a du mal face à ses adversaires. Effectivement, de ce côté-là, parfois on pense que voilà, parce qu'on compte quand même dans nos rangs une grande star, Mohamed Salah, qui est véritablement la vedette de cette formation d'Égypte-là, parfois. On le dit souvent, une seule grandeur ne fait pas le printemps. Du côté de l'Égypte, en ce moment, Mohamed Salah seul ne peut pas faire l'affaire. Il va falloir que le Sénégal également travaille parce qu'on a vu durant les matchs de poule, n'a pas véritablement produit du bon jeu. Ah oui, les Lions de la Teranga, les vice-champions d'Afrique en titre, surtout après l'élimination, s'il vous plaît, du champion en titre, eux aussi pourraient commencer par trembler. Mais je pourrais quand même dire que du côté du Sénégal, oui, Aliou Cissé n'a pas eu, durant toutes les rencontres de la phase de poule, l'intégralité de son effectif parce qu'il y a eu des cas Covid, il y a eu également des blessures. Il n'a compté sur l'intégralité de son effectif que lors du dernier match de phase de poule. J'espère que pour la suite de la compétition, il pourra tout simplement avoir tous ses arguments à sa disposition pour mettre quelque chose de plus potable en place. En tout cas, on ne pourra pas parler de toutes ces formations qui prennent part à cette compétition. Toundé Aliou, l'Algérie qui tombe, quelle est cette équipe qui pourra succéder à l'Algérie, ou bien quelle équipe va remporter cette CAN selon vous à travers tout ce que vous avez suivi jusqu'à ce niveau de cette compétition? Mais je le disais il y a un instant, c'est la CAN de toutes les surprises. Aujourd'hui, c'est difficile même de pronostiquer parce que depuis le début de cette compétition, les rencontres déjouent toutes les pronostics. Parfois, une petite nation comme ça est capable de tenir tête à une grande nation. Et dans ces conditions-là, c'est véritablement difficile. Mais lorsqu'on jette un coup d'œil sur le comportement des uns et des autres, notamment ceux-là qui ont pu quand même tirer leur épingle de jeu lors des phases de groupe, il y a quand même des nations qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, notamment le Nigeria qui a fait le sang
faute. Il y a également la Côte d'Ivoire qui quand même m'impressionne. Il y a effectivement le Maroc surtout aussi qui m'impressionne. C'est vrai que du côté du Mali, il y a la jeunesse peut-être qui est là et que je me dis peut-être qu'au fil de la compétition, ils vont finir par céder. D'accord. En tout cas, le Mali, c'est quand même l'une des équipes favorites de cette CAN. C'est une série outsider de ce côté-là, effectivement, parce qu'ils ont véritablement un effectif quand même compact, ça joue collectivement. Et là, il n'y a pas une star qui sort de l'eau, qui véritablement est capable tout simplement de tenir tout le monde. C'est ensemble qu'on joue et parfois quand vous jouez ensemble, les gars, vous êtes capable de créer de sérieuses, en tout cas, surprises. Alors, pour refermer cette page de la CAN, quelle est votre appréciation par rapport à tout ce qui est fait comme organisation autour de la CAN Cameroun 2022? Écoutez, par rapport à l'organisation, c'est vrai que tout n'est pas encore parfait, mais déjà dans un premier temps, il faut saluer le fait que la CAN se dispute parce que, s'il vous plaît, on a vu tout ce qu'il y a eu autour avant que la CAN ne se joue. On a dit qu'on allait délocaliser la compétition sur un autre continent, s'il vous plaît. Ça n'a pas eu lieu parce que des hommes comme Samuel Eto'o se sont battus tout simplement pour que la CAN ait enfin lieu sur le continent, notamment au Cameroun. Ça, c'est déjà un motif de satisfaction. L'autre chose, dans un premier temps, qui ne me plaît surtout pas, c'est justement l'état de la pelouse du côté de Japoma. Ça, il faut le préciser, c'est quand même le Cameroun. On a eu le temps de bien préparer cette compétition-là. Et souvenez-vous, le Cameroun devrait abriter même la compétition en 2019, mais parce qu'on n'était pas prêt, on a décidé d'attribuer l'organisation à l'Égypte. Et malgré cela, le Cameroun n'est toujours pas prêt parce que la pelouse de Japoma, en tout cas, nous a dégoûté. On n'a pas vu que véritablement une pelouse quand même capable d'abriter. C'est vrai que pour le dernier match face à la Côte d'Ivoire, on a quand même rénové. On a vu une pelouse rafraîchie. C'est ce qu'on veut voir aussi. On veut voir de très belles pelouses parce que nous avons également de très belles équipes. Et l'entraîneur algérien en a fait cas parce qu'il dit voilà que c'est à cause de la pelouse que ces joueurs n'ont pas tenu, tout et tout. En tout cas, espérons quand même que pour les fois à venir, la CAF puisse prendre des dispositions quand même pratiques afin que cette compétition puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. On parle à présent du championnat de football au Bénin avec le match retour de la Ligue professionnelle. Dans la zone A, d'abord, on a des équipes qui sont en train de remonter, notamment Cavalier de Niki et Damissa également qui est en train de refaire surface. D'abord, dans l'ensemble, comment se déroulent ces phases retour dans la zone A? Mais écoutez, avec toujours de grosses surprises, notamment Damissa qui est passé de avant-dernier de la classe à 4e, tout simplement une place qualificative tout de suite à la Super League Pro. Je pense que c'est la sensation de cette phase retour du championnat national que nous prenons du plaisir à suivre tous les jours d'ailleurs. Et vous parliez tantôt des Cavaliers de Niki, effectivement. En ce moment également, ça fait partie des formations en tout cas qui nous émerveillent parce qu'ils produisent un bon football. Ils ont un collectif, ils ont un groupe pour ça joue collectivement de ce côté-là et l'état d'esprit est exceptionnel. Des jeunes garçons notamment comme Yves Neymar Junior qui réalise quelque chose d'exceptionnel, lui aussi, c'est pratiquement sa saison. On espère que des formations comme ça puissent tout simplement décrocher leur billet pour la suite de la compétition parce que lorsque ça joue en équipe, on voit l'engouement qu'il y a autour de tout cela. Le public, il a soif, il a faim surtout de continuer par soutenir sa formation, surtout en Super League Pro, parce que c'est là-bas aussi que ça va se disputer véritablement le championnat. Un mot rapidement sur les autres formations. Oui. Du Borgo, Real et Panthère. Oui, c'est vrai que du côté des Bœufs du Borgo, on ne s'entraîne plus parce qu'on a faim, parce que voilà, il y a tous ces soucis. Donc, jusqu'à présent, la situation n'est pas Oui, la situation, elle est, voilà, c'est le statu quo justement de ce côté-là. On ne s'entraîne pas, on vient seulement disputer les rencontres. On a vu lors de ce dernier classico face aux Panthères de Djougou, les jeux n'ont pas su se surpasser, n'ont pas su sortir le grand jeu parce que c'est comme ça, comme j'aime souvent le dire, lorsque on a faim et qu'on n'a pas véritablement les esprits uniquement sur l'aire de jeu, c'est difficile de sortir tout son talent. Malheureusement, c'est toujours comme ça et on espère que les uns et les autres vont pouvoir quand même mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir décanter cette situation-là parce qu'on parle des Bœufs du Borgo, s'il vous plaît, on parle des vice-champions du Bénin. Real Sport de Parakou. Oui, Real Sport de Parakou, je pense que c'est des formations qui connaissent déjà leur sort. On va continuer la suite du championnat dans la Ligue Pro Suite. Des formations comme Dynamique qui jusque-là n'a pas encore enregistré la moindre victoire. Il y a Dynamo de Parakou. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Béké de Bemberek également qui veut tenir bon. Surtout sur ces 3 dernières journées, il va falloir véritablement rester concentré parce que le moindre faux pas va être fatal. C'est vrai que mathématiquement, au niveau de la zone A, les Buffles du Borgo sont déjà qualifiés. Leader avec déjà 30 pour la suite de la compétition. Désormais, c'est les 3 places qui vont être disputées. D'accord, les 3 places seront disputées. On attend de voir les surprises que nous réserve la Ligue professionnelle. Après la zone A,
Les autres zones, rapidement. Il y a la zone B qui nous intéresse aussi parce que c'est la zone du champion en titre. On parle de l'Autopopo, effectivement, qui véritablement cette saison ne nous émerveille pas, ne sort pas le grand jeu. Je n'ai pas envie de revenir sur les propos en attendant de revenir bien sûr sur les propos du président. Je dirais tout simplement que dans l'ensemble, pour ce qu'il nous propose, en tout cas sur l'aide de jeu, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas l'Autopopo qu'on a vu la saison dernière ou qui marchait pratiquement sur tout le monde. Ils ont été tenus en échec ici par l'Union sportive Baboun. C'est vrai que la fois dernière, ils ont réussi quand même à prendre la revanche à domicile, mais c'est quand même une formation qui ne nous émerveille pas. Par contre, il y a Espoir de Savalo qui est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Actuellement, ils sont leaders et ils sont déjà aussi qualifiés pour la suite de la compétition. On va justement parler de l'Autopoto. Son président, justement, au cours d'une conférence de presse, a émis cette difficulté, je dirais, de l'arbitrage au cours des rencontres qui a soulevé un souci d'arbitrage au cours de cette rencontre et la fédération qui lui a interdit d'accès au stade. D'abord, parlons de l'arbitrage. Est-ce que vous allez dans le même sens que le président de l'Autopoto pour la Ligue professionnelle? Est-ce que vraiment l'arbitrage a des soucis? Oui, c'est vrai que ce qu'il dit, il y a de la pertinence, il y a véritablement des choses qu'on peut tirer pour véritablement parfaire la maison au niveau du football béninois. Mais lorsqu'un monsieur comme Gaston Zosso, président de l'Autopopo, président du club champion du Bénin en titre, vient devant les caméras et commence tout simplement par sortir un certain nombre de propos de nature tout simplement à discréditer tout ce qui est en train d'être fait au niveau de la fédération comme effort. Alors, voilà, il dit que des gens, quand il a été nommé, des gens ont été engagés pour démarcher à son niveau. Écoutez, je pense que c'est véritablement des propos à décourager. Ce n'est pas, il est aussi un acteur, il peut contribuer à développer, il peut contribuer à quand même parfaire ce qui se fait au niveau de notre championnat. Il ne peut pas monter au créneau de cette façon-là et décrier en tout cas. Sinon, voilà, cracher sur la fédération et cracher surtout sur tous les efforts qui sont en train d'être fournis par les acteurs pour que le ballon puisse rouler sur nos différentes pelouses. Justement, des efforts sont en train d'être fournis pour que le ballon puisse rouler sur la pelouse. Espoir quand même que le championnat puisse quand même bien se dérouler et puis qu'à la fin, que les meilleurs clubs puissent quand même monter en Super League Pro, comme vous le dites justement. On fait rapidement un tour sur le continent européen avec le championnat en Espagne, avec le FC Barcelone qui tente toujours à se retrouver. Cette fois-ci, l'équipe tombe aux enfers. Après avoir été humilié en Ligue des Champions, cette fois-ci, c'est en Super Coupe. L'équipe tombe face au Real Madrid et tout récemment, c'est face encore à l'Atlético de Bilbao où l'équipe a reçu encore une raflée sur un score de 3-2. Face au Real, on était à 3-2 également. Le Barcelone, c'est fini aujourd'hui, on dira, parce que durant cette saison, elle n'a vraiment pas produit un très beau football. À la fin d'un cycle du côté du FC Barcelone, ça il faut le préciser, on est à un moment où véritablement il faut reprendre les choses à zéro et quand vous devez reprendre les choses à zéro, c'est souvent difficile, vous rencontrez pas mal de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, le malheureux doit tout simplement s'appeler Hernandez Xavi qui a véritablement décidé de prendre les rênes de cette formation en tant qu'entraîneur, en tant que coach et aujourd'hui voit tout simplement des difficultés. Non seulement il y a des joueurs qui partent, il y a également des blessures qui surviennent, un génie comme Ansu Fati comme ça qui à chaque fois vient à peine de revenir de blessure. Il s'est encore déjà blessé. Vous voyez d'autres joueurs, Dembélé, lui, l'éternel blessé de cette formation du FC Barcelone. Il y a certes, le vétéran Daniel Alves qui est revenu cette fois apporter un peu plus quand même de la grinta au sein de cet effectif-là, mais parfois ça ne suffit pas parce qu'on est véritablement au début, on est encore à l'étape embryonnaire du nouveau projet amené par Xavi. Qu'est-ce qui est le problème justement, le véritable problème au niveau du FC Barcelone après tous ces échecs-là? Le mal, il est profond pour vous? Oui, le mal, il est très profond, on le dit aujourd'hui. C'est vrai que il y a une crise qui est là et on n'a pas suffisamment, certes, c'est vrai qu'on ne parlera pas d'argent parce qu'on parle quand même du FC Barcelone, l'un des clubs les plus riches au monde, mais la situation actuelle du club ne permet pas tout simplement de sortir le gros chéquier pour aller chercher les grands stars du moment. Vous voyez, il y a Kylian Mbappé qui sera libre à la fin de la saison, il y a Haaland également, les jeunes comme ça qui sont en train de monter en puissance, qui devraient en réalité quand même intéresser des clubs comme le FC Barcelone. Malheureusement, la situation financière du club ne leur permet pas tout simplement de s'inviter dans la saga du mercato. Et quand c'est comme ça, parfois c'est difficile parce que les arguments dont ils disposent aujourd'hui, il faut tout simplement se contenter de ça. Il n'y a que les jeunes du centre de formation, la Masia, sur ces jeunes-là qu'il faut s'appuyer pour tout simplement redresser la barre. En tout cas, là où vont les choses, le FC Barcelone pourrait jouer la deuxième division pour la saison prochaine pour vous? Non, pas du tout, parce qu'actuellement ils sont quand même 6e et je crois qu'ils sont même à 3 points de la 4e place ou d'une place qualificative pour la Ligue des Champions. Ça veut dire que si on se concentre encore qu'ils viennent d'être
éliminés de la Super Coupe d'Espagne. Ils sont écartés également de la Coupe du Roi. Ça veut dire que désormais, focaliser sur le championnat et pour aller chercher justement cette place qualificative pour la Ligue européenne des champions. Je pense que désormais, c'est l'objectif du côté du FC Barcelone. D'accord. Rapidement, le continent sur le championnat français. Sur le championnat français, effectivement, de ce côté-là où le Paris Saint-Germain règne en maître, c'est vrai qu'on aurait aimé voir un grand Léo Messi justement parce qu'il débarque de ce championnat-là. Il est la grande vedette. Malheureusement, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien pour lui. Je crois que jusque-là, il n'a qu'un seul petit but inscrit dans ce championnat alors qu'on dispute déjà la 20e ou la 19e journée comme ça. Pour un génie comme Léo Messi, c'est vrai que ça ne nous surprend pas parce que lorsque les buts commencent pas à venir, attention. La Première Ligue avec Chelsea, Manchester United, Liverpool également, qui vraiment s'accrochent entre eux pour voir qui va remporter le titre de cette saison. Justement, c'est avec notamment Manchester City de Pep Guardiola qui est actuellement quand même le solide leader avec 10 points d'avance, je crois, sur le Dauphin. Et quand c'est comme ça, parfois, on se dit qu'attention, Pep Guardiola, finalement, il a la Première Ligue, il est tombé amoureux de cette Première Ligue et il est en train de faire des choses assez exceptionnelles de ce côté-là parce qu'il a quand même été champion il y a quelques années seulement, il y a 2 ans. Et cette fois-ci, il est encore bien parti pour remporter ce titre au niveau du championnat anglais. C'est vrai qu'on l'attend beaucoup plus au niveau de la Ligue européenne des champions, notamment avec les Sky Blues qui sont également en quête de leur première étoile européenne. En tout cas, quand on vous a sur ce plateau, on n'a pas envie de vous laisser partir parce que nous abordons, vous avez quand même des arguments solides, vous avez tout ce qu'il faut pour donner aux téléspectateurs en matière de football. Mais néanmoins, tournez à où on tendait avec la fin de cette émission, votre mot de la fin. Écoutez, d'abord, voilà, un plaisir encore une fois d'être à ce rendez-vous pour parler du sport parce qu'il s'agit véritablement d'un sport qui nous passionne tous, on prend du plaisir à suivre tout cela, tant ce qui se passe au niveau local qu'au niveau international et c'est justement pour ça que nous parlons de tout cela avec beaucoup d'aisance. En tout cas, espoir de vous retrouver encore sur ce plateau pour parler d'autres sujets et concernant le sport. Pour finir, rapidement, un mot. Justement, dire une fois encore que voilà, moi je suis amoureux du championnat national béninois, donc le championnat continue toujours sur nos différentes pelouses, à Neki, à Bemberek, à Djougou. Même ici à Parakou également, ça continue de rouler. J'ai envie d'inviter nos amis tout simplement, voilà, les spectateurs avaient également à faire les déplacements sur les différentes pelouses pour voir également de quoi on est capable ici au Bénin. En tout cas, je n'aimais pas le sport, mais avec cette ligue professionnelle, je vous assure que je fais l'effort de me rendre au stade. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation, je vais nommer Kurt Zamba, Joël Zavi et tous ceux qui sont restés pour m'accompagner pour cette émission. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt.